Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir Marie-Caroline. Et voilà encore une fois avec un grand plaisir que je vous retrouve pour démarrer cette nouvelle émission de Parlons Patrimoine avec toujours un sujet intéressant. Alors cette fois-ci, on va quitter la spécificité féminine qu'on avait ouverte la dernière fois et on va rentrer dans quelque chose de vraiment très général, autant financier que philosophique. Connaître sa valeur, nous sommes notre premier patrimoine. Alors, j'ai tout de suite envie de vous dire, je suis d'accord, je suis 100% d'accord. On va vous laisser expliquer et détailler, mais en tout cas, je suis d'accord. Ok, bonsoir Bernard. Donc non, connaître sa valeur, en fait, c'est vraiment mettre des chiffres sur son travail et pas du coup que sur son travail, mais sur aussi le prix, puisqu'il y a toujours une différence entre sa valeur, le fait d'être payé à sa juste valeur, qui est le deuxième step, et puis après, la différence avec le prix, où quelquefois, il y a des différences qui sont exprimées par soit le besoin, l'urgence, tout ce qui est potentiel, l'assurance, les croyances, le fait d'avoir négocié ou pas. Donc en fait, voilà, ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est vraiment de se sentir empowered, entre guillemets, pour vraiment négocier et du coup être payé à sa juste valeur et avoir le bon prix, les deux clairement. Et le problème de ça, souvent, c'est qu'il y a très peu de transparence en interne, puisque à la job égale, il va y avoir des différences de salaire. Donc du coup, puisqu'il n'y a pas cette transparence en interne, il est impossible d'avoir la transparence en externe. Donc même lors d'un processus de recrutement, il y a toujours... On ne sait pas nécessairement où est-ce qu'on va tomber. Donc, quelquefois, il y a des fourchettes de salaire, mais qui sont assez larges. Donc, voilà. Donc, le but, c'est vraiment de se sentir mieux pour et faire du boulot, parce qu'on n'arrive pas dans une négociation salariale sans avoir rien préparé. Donc, voilà. Et il y a deux catégories de population qui ne sont pas hyper à l'aise pour négocier. La première, sans être trop étonnée, les femmes. Il y en a 80% qui ne négocient pas. Et après, il y a les juniors parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, ils viennent d'arriver, ils ne se sentent pas avoir toutes les cartes en main. Donc, c'est ces deux profils, mais évidemment, ça concerne tout le monde, dont on va parler aujourd'hui. Alors, j'ai tout de suite quelques petites questions. D'abord, est-ce que vous pensez qu'il y a une valeur mathématique ou une valeur financière d'un poste ou de quelque chose, ou que c'est juste un point de vue et qu'il va falloir qu'à un moment ou un autre, les points de vue se rapprochent, autrement il n'y aura pas collaboration. Alors, je m'explique. Un employeur recherche quelqu'un, il va mettre une annonce et il va dire entre 50 et 55 000, ou il va mettre salaire 50 000, plus avantage, plus voiture, plus téléphone, et une personne y va, un junior, une femme, un homme, un vieux, un peu n'importe qui, va déjà regarder si on veut de lui, si lui il veut vraiment du poste, regarder un petit peu où il est. Imaginons que tout ça avance. Franchement, demander 55, 57, 58 ou 53, on voit bien qu'il n'y a pas de valeur mathématique du poste, mais il y a juste un point de vue et des points de vue qui doivent se rapprocher. Non, complètement. Et en fait, encore une fois, les entreprises, la plupart du temps, donc ça dépend du métier, ça dépend de l'environnement, ça dépend, etc., mais elles ont une fourchette et du coup, elles donnent souvent le plus bas montant parce qu'elles attendent que les candidats reviennent et demandent plus. Donc, ce ne sera pas, si c'est marqué 55, l'histoire, ce ne sera pas d'avoir 70, ça ne marchera pas, mais n'empêche que cette négociation, elle est attendue des entreprises, alors qu'il y a plein de personnes qui n'osent pas, parce que, encore une fois, elles ne l'ont jamais faite, elles ne se sentent pas à l'aise, etc. Alors que d'avoir la bonne paye, en fait, dès le début, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que sinon, clairement, il va y avoir de la frustration qui va arriver. Et le problème de la frustration, c'est que c'est de notre faute, parce que c'est nous qui avons accepté ces conditions-là. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est un peu comme à Marrakech. C'est un peu comme au souk à Marrakech. Le vendeur attend que vous négociez. Si vous ne négociez pas et que vous payez le prix qu'il demande, il va se frotter les mains. Arrivé à votre hôtel, votre copain va vous dire « Mais t'es dingue, t'as acheté ça à ce prix-là » et la frustration va naître. Et donc là, vous nous dites, c'est un petit peu la même chose.
Le patron va dire, voilà, le poste, il est à 100 000. On va dire, ben, OK, chouette, c'est un bon poste, j'aime bien ce poste, j'aime bien cette boîte, j'aime bien le salaire. Et un jour, 10 jours, 15 jours, un mois après, on va se dire, ah ben non, c'est plutôt un poste à 120. Je vois les copains qui font ça, je vois dans l'entreprise, je me suis un peu fait avoir, j'ai été trop naïf. Et donc, la frustration va venir prendre le pas. C'est ça la définition de la manière dont vous l'apportez? Un petit peu, sauf que ce n'est pas vraiment un marchand de tapis, puisqu'encore une fois, il faut vraiment faire sa recherche. Donc, en fait, pour avoir une idée spécifique de c'est quoi notre valeur, du coup, il faut regarder déjà des points, de la data. Donc, en fait, il y a des sites, par exemple LinkedIn, qui vont mettre des offres d'emploi qui vont être plus ou moins similaires ou comparables. Donc, ça, c'est premier point d'entrée. Après, il y a des sites, par exemple en Angleterre, qui s'appellent Glassdoor, qui répertorient aussi toutes. On dit, par exemple, je fais tel métier, il va y avoir des fourchettes. Si vous commencez, vous devriez être dans cette fourchette, et puis sinon, etc. Donc, encore une fois, ça donne une idée de ce qu'on peut prétendre. Après, le but, ce n'est pas toujours nécessairement d'avoir plus. Enfin, si on est content avec l'ambiance, l'entreprise, etc. En fait, c'est juste, il faut être content de ce qu'on a. Et comment on est content? Parce que on sait ce qui se passe autour et on est content de ça. Et après, il y a d'autres méthodes en fait pour préparer une négociation salariale. Donc, il y a aussi, donc, en plus des data points qu'on doit trouver, il y a aussi des chasseurs de tête, par exemple Michael Page, qui font des guides annuels où ils référencient les salaires. Donc, ça peut être une super approche aussi. Évidemment, discuter et partager ces questions de salaire, etc., avec notre réseau. Donc, avec, encore une fois, des gens comparables. Donc, soit des personnes qui ont fait les mêmes études, qui sont dans le même milieu, qui sont dans la même industrie, etc., juste pour avoir une meilleure idée. Et puis après, il faut un énorme besoin de crédibilité. Et donc, comment on est crédible? C'est en regardant nos indicateurs de performance, mais aussi, du coup, de venir avec des chiffres et de la connaissance et vraiment créer un cas pour vraiment dire qu'on mérite plus. OK. Alors, tout ça, ça renvoie à une question, puisque vous avez au début fait état d'un niveau de faiblesse ou d'une très faible prédisposition de la femme à négocier, soit parce que ce n'est pas son ADN, soit parce qu'elle n'a pas été éduquée comme ça, soit parce qu'elle n'a pas appris comme ça. Alors, j'ai quand même deux réflexions à ce niveau-là. La première, d'abord, c'est qu'aujourd'hui, les femmes, elles sortent des mêmes écoles que les hommes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus des écoles pour femmes et des écoles pour hommes, donc elles ont la même éducation, elles sont entraînées aux mêmes difficultés, elles sont mises face aux mêmes problèmes. Et voilà, ce n'est pas comme dans certains métiers où parce qu'elles sont femmes, on leur donne un peu d'avance, des choses comme ça, où on leur facilite les examens, comme ça peut être le cas à la police, chez les pompiers, ou dans des choses comme ça. Donc, d'où vient cette difficulté? C'est la première question. D'où vient cette difficulté alors que la femme est éduquée de la même façon et mise face au même problème? Et la deuxième question qui est un petit peu sous-jacente, mais beaucoup plus profonde, c'est que on constate qu'il y a une inégalité des salaires hommes-femmes. Donc, ça, ce n'est pas un point de vue, hein, c'est clairement un constat quand on regarde et qu'on compte. Donc, ce constat, il est là. Et on reproche à l'establishment, donc aux tenants du pouvoir, donc entre guillemets, pour l'instant, c'est majoritairement les hommes, de ne pas donner le même salaire. Mais de ce que vous dites, vous, le problème viendrait tout simplement, c'est non pas les employeurs qui ne donnent pas le même salaire, c'est tout simplement les femmes qui ne demandent pas le même salaire. Donc, on en serait à dire qu'une partie des raisons de l'inégalité des salaires hommes-femmes vient de l'incapacité ou de la difficulté de la femme à se valoriser et à faire valoir cette valeur. Et les deux sont différentes, hein, dans se valoriser et faire valoir cette valeur. Voilà, c'est bien dense, c'est bien long. Allez-y, on essaie de prendre point par point. Non, d'où ça vient que les femmes sont moins à l'aise ou les juniors? Donc, les juniors, c'est juste un manque d'expérience. Les femmes, c'est vraiment une question de société. C'est clairement... Et le problème, c'est le syndrome de la bonne élève. Donc, une femme, en théorie... On a eu une petite coupure. Si vous pouviez reprendre, il y a une petite coupure. Pardon. Oui, je dis, et c'est le syndrome de la bonne élève. Une femme bosse bien et en fait, dans ses études, en fait, puisqu'elle travaille bien, elle va avoir des bonnes notes. Mais le problème, c'est que l'entreprise, ce n'est pas l'école. Et en fait, pour
avoir des bons résultats en entreprise, et ben, il faut se mettre un peu en avant, il faut parler de ses projets, il faut faire du networking, il faut faire plein de choses qu'on n'a jamais appris en fait à faire à la femme. Et du coup, en fait, elle n'a pas les bonnes règles du jeu à la base et donc va avoir plus de mal justement à négocier, etc. Donc, est-ce Alors, que je vous coupe, excusez-moi de vous couper. Alors, moi, j'ai élevé 2 enfants, un garçon et une fille. Ouais. Je ne retrouve absolument pas ce que vous décrivez dans ma fille et ses copines. Donc, peut-être que ce que vous dites, c'est peut-être la génération au-dessus, voilà, mais dans la génération qui est éduquée aujourd'hui dans les écoles européennes, voire dans les écoles mondiales, puisque c'est une génération des gens éduqués qui bouge beaucoup, je ne retrouve pas ça. C'est-à-dire, je retrouve peut-être le syndrome de bon élève, mais il y a une vraie volonté d'aller chercher, entre guillemets, son dû ou ce qu'elle mérite eu égard à ses bonnes notes, ou la place qu'elle mérite, ou la position qu'elle mérite eu égard au travail qu'elle a fourni et à la qualité du travail qui est sorti. Et je pense qu'en entreprise, puisque aujourd'hui ils sont encore jeunes mes enfants, mais en entreprise, ils vont conserver ça et ils vont aller réclamer leur dû par rapport à leur savoir, par rapport à l'expérience, par rapport à leurs études, par rapport à l'internationalité de leurs études, par rapport aux langues qu'ils parlent, par rapport aux connaissances culturelles qu'ils ont, donc par rapport au savoir et au savoir-faire. Donc, est-ce que ce n'est pas un constat de la femme éduquée il y a plus de 20 ans que vous nous faites là? Et est-ce que vous non. aussi, vous voyez un mouvement changer avec vos enfants ou les amis des enfants ou les jeunes que vous pouvez côtoyer? Bah, moi, je parle pour ma génération. Enfin, je suis dans la trentaine, clairement. J'ai toujours, moi, personnellement, monétisé ou négocié mon salaire tous les ans, étant dans un environnement de trading, étant avec des hommes tout le temps. Enfin, j'étais toujours la seule femme. Mais ce n'est pas le sujet. Dans tout mon environnement et dans tous les débuts de trentaine, c'est le même constat. C'est les femmes sont pas très à l'aise, n'osent pas, et donc du coup, c'est vraiment leur donner la confiance en fait dont elles ont besoin. Alors, encore une petite question. Mais quand vous dites les femmes ne sont pas trop à l'aise, les femmes n'osent pas, ce serait un problème de construction, ce serait un problème génétique parce que vous-même, tout à l'heure, vous avez pris votre propre exemple, c'est pour ça que je le reprends aussi. Vous-même, vous avez été éduqué dans des grandes écoles, vous avez été éduqué dans un lycée, enfin dans le même lycée que les garçons, vous avez fait les mêmes études supérieures que les garçons et vous êtes rentré dans des jobs où il y avait, enfin, où aujourd'hui encore, il y a majoritairement des garçons. Donc, on vous a donné les mêmes clés, on vous a donné les mêmes armes. Est-ce que vous les avez utilisées différemment ou est-ce que ça remonte bien plus loin dans la construction, dans votre éducation en première enfance, par vos parents, votre famille, l'univers familial, l'univers social? Moi, je pense que c'est vraiment une question de société et je pense que oui, maintenant, on a les mêmes opportunités en soi. Après, il faut prendre l'opportunité et puis la monétiser. Et ça, personne ne nous l'apprend, homme ou femme. Alors, je rebondis là-dessus. Si personne ne nous l'apprend, homme ou femme, comment se fait-il que vous dites que les hommes savent négocier ou négocient mieux que les femmes? Si personne ne nous l'apprend, il y aurait une fonction Culturellement, innée? oui, culturellement, ouais. Sociétalement. Bon, allez, je vais terminer sur un petit propos un peu misogyne et je vais vous dire que moi, quand ma femme, elle veut quelque chose, elle l'obtient. Donc, et je pense que beaucoup d'hommes vous direz la même chose. J'en vois certains dans le studio sourire. Donc, je vois qu'il y a un certain consentement. En tout cas, c'était hyper important. C'est un sujet peut-être qu'il faudrait bien fouiller, bien creuser, faire de forme d'un débat plus général. Mais en tout cas, clairement, nous sommes notre premier patrimoine et de là découle presque un commandement biblique, mais de faire attention à vous. Et faire attention à vous, ça veut dire faire attention à vous dans votre intégrité, mais ça veut aussi dire faire attention à votre futur, donc vous former pour le futur, pour ne pas vous retrouver sur le carreau dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans et être, allez, comme disent les anglo-saxons, up-to-date et toujours bankable and valuable face au monde qui vous entoure. En tout cas, une chose est sûre, premier rendez-vous dans 2 semaines pour parler d'un autre sujet et un autre rendez-vous qu'on peut déjà noter dans 20 ans pour voir si la situation aura évolué et si les femmes négocieront aussi bien que les hommes. On n'a pas le temps, mais il y a un sujet sur lequel quand même on pourrait réfléchir. Je pense que c'est en train de changer avec les juniors, car il y a vraiment un manque de diplômés qui arrive sur le marché, en tout cas en France. Et il y a une bagarre qui est en train de se mettre sur les juniors, sur les sorties d'école.
Et avant, ils avaient peut-être l'impression que ce qui comptait, c'était de trouver un job, quel qu'il soit, mais il fallait mettre le pied à l'étrier. Et aujourd'hui, ils se sentent vraiment désirés, recherchés, et on sent une hausse des salaires sur le salaire de démarrage, donc une capacité à négocier. Merci beaucoup, Marie-Caroline. On vous dit à très bientôt avec un autre sujet encore plus passionnant que celui-ci. On a toujours l'impression qu'on n'a pas dit la moitié de ce qu'on voulait dire. À très bientôt. Passez une excellente semaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Et maintenant, le temps de l'édito. Les financiers nous ont rejoints. David Calfon de Sanso, Charles Herman et Mathieu Détroya d'Eleva Capital. Ils sont avec nous. Donc, cette fois-ci, pensez comme un Européen. Essayez de comprendre le monde de demain en voulant l'anticiper pour en tirer un avantage sur la gestion de son patrimoine est un exercice auquel nous nous sommes tous déjà livrés et auquel les professionnels de la finance et du patrimoine se livrent régulièrement. Nous voulons savoir où investir, quoi acheter, avec qui et comment le financer. Comme nous ne sommes pas des gourous, nous prenons des biais dans le sens que nous pensons être le bon en restant suffisamment diversifiés pour être prêts si jamais le contraire de ce qu'on pense arrive. Dans cet exercice, notre premier ennemi, c'est nous et notre système de pensée, surtout quand nous avons affaire à des gens différents. Lors du vote en faveur du Brexit, je disais à un confrère qu'une parade serait trouvée et que le Royaume-Uni resterait in fine dans l'Europe. La personne qui avait vécu plus de 15 ans en Angleterre me répondit en un quart de seconde. « Tu dis cela car tu n'es pas anglais. C'est plié, ils sortiront et ne feront pas marche arrière. » Il eut raison. Alors que chez nous, on a peut-être oublié, mais avec les accords de Lisbonne, Nicolas Sarkozy avait réussi à remettre la base de la Constitution européenne qui avait elle-même été refusée par un vote où c'est le non qu'il avait emporté en France. Plus personne n'en parle et tout le monde a oublié. Nous avons en ce moment quelques défis et gros problèmes devant nous. Certains sont français, d'autres européens, voire mondiaux, et d'autres qui vont ou pourraient nous impacter très fort sont spécifiques à des pays de culture bien différentes de la nôtre ou des nôtres. Je vais les prendre un par un. La Russie, peut-on imaginer une révolution de palais? La Chine, la politique du zéro Covid va-t-elle être abandonnée? Le choc énergétique européen est gigantesque. Il est de 10% du PIB européen et a presque totalement été absorbé pour les particuliers par un quoi qu'il en coûte passé presque inaperçu lui aussi. La situation est beaucoup moins claire pour l'industrie. L'inflation va nettoyer les excès passés et l'Europe pourrait emprunter en remboursant ses dettes avec des nouveaux impôts sur des structures qui n'en payent pas ou aujourd'hui en payent très peu. Voilà, tous ces points sont des vrais points d'actualité. Certains sont européens, un est russe, l'autre est chinois. Et ce que je voudrais voir avec nos invités aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit continuer à penser comme des Européens et essayer de trouver des solutions, ou est-ce qu'il faut complètement abandonner notre système de pensée, se projeter dans ces cultures pour voir comment ça pourrait être. Voilà. Le danger, c'est de nous enfermer dans nos croyances et c'est cela dont j'aimerais débattre aujourd'hui. Voilà. Et comme d'habitude, c'est David Calfon qui va ouvrir et on va lui demander, David, vous en pensez quoi, vous? Et Bernard, là-dedans, il y a plusieurs questions en une. J'ai envie de dire continuer à penser comme des Européens ou plutôt ce que les Anglais appellent le wishful thinking, c'est-à-dire on a tellement envie que quelque chose arrive qu'on imagine que c'est ce qui va se passer. Voilà. Mais donc c'est un petit peu le côté, le travers que l'on a en général, hein, et pas trop le blâmer. Si on prend le cas russe, je crois qu'effectivement, il y a une grosse possibilité qu'on voit ça de notre côté à nous, en disant que oui, Poutine, il ne va pas pouvoir rester, etc., parce qu'il ne fait que des choses qui ne sont vraiment pas bien, etc. Sauf qu'il faut voir quand même, malgré tout, que l'idéal de la Grande Russie, hein, le regroupement à nouveau de toutes les républiques et l'agrandissement du territoire, c'est des choses qui sont quand même assez populaires en Russie auprès de la population. Il y a un vrai tropisme pour le leader fort. Peut-être que nous n'avons pas côté européen ou que nous n'avons plus, et heureusement.
Voilà, donc, c'est ça un petit peu pour moi le sujet. Après, voilà, il y a d'autres sujets sur lesquels penser comme des Européens ne nous fera pas de mal, mais c'est vrai que dès qu'on s'attache à des sujets où la culture est forte, comme la Russie, comme la Chine, comme le Japon, si on garde notre mode d'analyse, on risque de se tromper. Ok, on va maintenant passer à Mathieu Destroyers. Alors, je vais concentrer ma question et je vais la préciser. Donc, pour mémoire, Mathieu, vous êtes gérant action chez Eleva Capital. Et avant de rejoindre Eleva Capital, vous avez travaillé dans d'autres sociétés de gestion, la plus récente, la financière de l'Échiquier, et toujours dans les actions. Un petit peu avant le début de la guerre, ma question, est-ce que vous avez fortement vendu des actions en vous disant Poutine va attaquer et on sait qu'un choc comme ça, aussi rapide, on ne sait pas comment il entraîne un marché, mais on sait qu'en tout cas, ça commence par une baisse parce que ça affole les gens. Et après, ma foi, des fois, ça continue de baisser ou des fois, ça monte. Ou est-ce que vous vous êtes dit, comme un Européen, non, c'est pas logique. Il a massé des troupes pour faire peur. Il n'entrera pas en Ukraine. Il n'attaquera pas. Ça n'a pas de sens pour lui. C'est à vous, Mathieu. Merci beaucoup et merci pour votre invitation. Cette guerre, elle était quasi aussi prévisible ou imprévisible que le Brexit, si vous voulez. On avait un certain nombre d'indicateurs qui pouvaient nous dire que la tartine allait tomber d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, dans nos portefeuilles et comment est-ce qu'on a pu anticiper finalement cette question-là? Très difficile. On était dans une situation post-Covid de renormalisation, dans un environnement qui devenait de plus en plus investissable, on va dire. Donc, d'un point de vue investissement, on était en train de retrouver un certain confort, une certaine, on va dire, une certaine norme. Ayant dit ça, il y a eu des effets de balancier très forts avec le Covid, à la baisse, à la hausse. Donc, on était plutôt dans une phase un peu descendante qui nous amenait, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, de notre indicateur propriétaire qui s'appelle l'Eleva Capital Index, qui nous permet de positionner les portefeuilles de manière plus ou moins défensive. Il se trouve qu'en fait, depuis la mi-2020, on est plutôt sur un top de cycle, on pense. Et donc, les indicateurs macro ont déjà commencé à se détériorer depuis un petit moment et étaient déjà en train de se détériorer assez fortement sur le début d'année 2022. Donc, nous, par construction, dans tous nos portefeuilles, on était plutôt positionnés de manière assez prudente. Et c'est vrai que quand la guerre a éclaté en Ukraine, on a été poussé à amplifier encore plus ce biais défensif. Donc, pour rappel, on a en gros deux visions qui s'opposent dans cet Eleva Capital Index. On a une partie quand on est très optimiste, donc on va aller faire des entreprises cycliques ou des entreprises financières, et à contrario, on va aller faire plutôt des défensives quand l'environnement se durcit ou qu'on a des indicateurs macro qui vont clairement dans le mauvais sens. Donc, on a vu cette détérioration. Excusez-moi de vous couper. Si je reviens au cœur de la question, le cœur de la question, c'est si on pense comme un Européen, si on pensait comme un Européen à ce moment-là, on se disait ils ne vont pas attaquer, c'est pas logique. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que dans votre manière d'appréhender la gestion, dans votre manière d'appréhender ça, est-ce qu'à un moment, vous vous dites, bon, allez Mathieu, t'arrêtes, maintenant tu deviens russe, mais il faut que tu penses autrement pour avoir toute l'image, ou est-ce que vous continuez dans votre système de pensée naturelle? Et comment est-ce que ces méga sujets sont appréhendés au sein d'Eleva pour l'ensemble des fonds, puisque j'aurais pu vous poser la même question avec la Chine et la même question avec beaucoup d'autres pays, comme le Moyen-Orient, comme l'Iran, enfin, comme des choses comme ça. Donc, essayons de revenir au Absolument, cœur de non, vous avez raison. Le cœur de notre métier, de toute façon, c'est de gérer l'incertitude et de réussir à comprendre, de réussir à gérer nos risques. Donc, à partir du moment où on a un certain nombre d'éléments qui s'accumulent et qui nous font dire que la probabilité est en train d'augmenter, on est obligé de l'impacter et de le prendre en compte dans nos portefeuilles. C'est une évidence. On ne peut pas se dire c'est un scénario noir qui n'arrivera jamais, totalement improbable. On n'en tient pas compte. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement quand ce nouveau paradigme éclate?
eh ben, on est obligé de réduire un certain nombre de positions jugées trop risquées et, à contrario, d'augmenter certaines positions de sociétés qui nous paraissent plus à même de gérer un environnement très, très incertain. Donc, typiquement, très concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une crise politique évidente, c'est une crise géopolitique et c'est une crise énergétique. Donc, un de nos premiers réflexes, notamment dans notre fonds d'impact, ça a été de voir que cette crise pouvait entraîner des conséquences énergétiques extrêmement fortes. Ce n'est pas une grande nouveauté pour vous. Mais typiquement, on a des sociétés, notamment dans le domaine de la transition énergétique, qui ont commencé à bien performer à ce moment-là. Parce que, évidemment, on se dirige vers un monde qui nécessite une certaine autonomie et une certaine autosuffisance énergétique. Donc, on a un certain nombre de thématiques qui ont émergé très, très vite et sur lesquelles il a fallu se positionner pour prendre un peu le train en marche. C'est comme ça qu'on l'a abordé. Et en parallèle de ça, on vient rajouter un environnement inflationniste à un environnement qui était déjà inflationniste. Donc, les biais un peu défensifs qu'on avait déjà intégrés dans les portefeuilles, typiquement, quand on regarde l'état du portefeuille du consommateur et on se dit que la situation est en train de s'empirer, typiquement, notre exposition aux consommateurs, qu'ils soient européens, chinois ou américains, a été plutôt réduite à ce moment-là. Ok, on reviendra sur ces sujets après. Donc, Maël, bonsoir Maël, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir. On va venir sur la question de la Chine et toujours avec ce prisme, penser comme un Européen ou pas penser comme un Européen. Donc, si on pense comme un Européen, la Chine va abandonner sa politique de zéro Covid et penser que c'est une erreur. En Europe, personne n'a fait une politique de zéro Covid. Est-ce que petit à petit, tous les Européens ont fait et suivi par la quasi-totalité des autres pays occidentaux, c'est plutôt de gérer le passage du Covid avec le moins de dégâts et en se servant donc des confinements pour ouvrir la vanne, fermer la vanne, des demi-confinements, des interdictions sociales comme le restaurant et les choses comme ça. Et là, maintenant, je voudrais qu'on ressente la question. Sortez de votre système de pensée européen et regardez en vous projetant dans d'autres cultures et d'autres manières de voir si vous pensez que cette politique du zéro Covid, qui nous embête quand même parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais la Chine sous-produit, elle concourt ainsi à l'inflation, à un manque. Donc, ce n'est pas neutre pour nous et ce n'est pas anodin. Allez-y, Maël, c'est à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, si je dois ne pas penser comme un Européen, je me dirais que c'est un bon moyen pour leur président de garder le contrôle sur ces populations. Donc, je pense vraiment qu'ils n'ont pas le même mode de fonctionnement et le même mode de pensée que nous. Ils sont énormément de personnes et donc ils ont très peur du Covid. Et le problème, c'est que pour contrôler la population et pour contrôler la santé de la population et la population en elle-même, je pense que le zéro Covid, ils vont être obligés d'en sortir. Bon, là, malheureusement, on voit qu'ils commencent à revenir. Donc, je pense qu'ils en sortiront, mais pas tout de suite. Donc, là, vous pensez qu'ils vont arrêter leur politique de zéro Covid, mais pas ce coup-ci, c'est ça? Pas tout de suite, exactement. Ils auraient pu arrêter si le Covid était derrière nous. Là, les chiffres remontent en Europe. Ben, on a vu à chaque fois leur mode de réaction, hein. Ça va avoir tendance à leur faire un petit peu peur quand même. Et donc, je pense pas que ça soit pour tout de suite, le zéro Covid, la sortie du zéro Covid. D'accord. Donc, en résumé, il faut se dépêcher d'aller acheter les cadeaux de Noël. Ils risquent de ne pas arriver Voilà. Il faut les commander maintenant pour les avoir pour la fin de l'année. À la bonne date. Allez, on va revenir à David et on va voir un petit peu par rapport à ce choc énergétique. Et là, j'ai envie de dire, là, c'est vraiment, il n'y avait vraiment qu'un Européen pour dire, voilà, il y a un choc énergétique. Allez, le gaz augmente, l'électricité augmente, on s'en fout, ça reste le même prix. Et on fait une espèce de bouclier. Enfin, pour moi, c'est vraiment du jamais vu. Je fais partie de la génération qui a vécu 1974. Et en 1974, c'était monté. Et tout le monde a baissé la température parce que de toute façon, les gens n'avaient pas d'argent pour payer tout simplement le chauffage. Et là, on a ce bouclier. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, David?
Alors, je crois que ce bouclier, il est venu acheter la paix sociale. On en est tous, voilà, c'est évident. Et la paix sociale, c'est quoi? C'est éviter les gens dans la rue. Quand on le remet dans le contexte, alors c'est surtout un sujet, je dirais, français que zone euro. Mais quand on remet dans la perspective de la crise des Gilets jaunes, avec tout ce que ça a enchaîné, je ne vais pas parler de manque de légitimité du gouvernement, mais on va dire de ce côté assez, voilà, d'un gouvernement qui n'a pas une majorité claire au Parlement, et donc qui est toujours obligé de composer avec un autre parti, etc. Le potentiel de contestation, il est monstrueux. Et je pense que c'est ce que le gouvernement a voulu éviter. Alors, à tort ou à raison, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde pour s'en plaindre actuellement, mais c'est vrai qu'on a un traitement qui est très différent de ce que l'on peut voir, par exemple, ne serait-ce qu'en Espagne. Je ne connais pas très bien la situation au Portugal, mais les chiffres d'inflation en Espagne et le coût des factures d'électricité en Espagne n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a 2 ans, chose qu'on n'a pas vue vraiment du tout en France. Donc, je pense que c'est vraiment cette grande crainte. Je pense qu'on n'aurait pas vécu l'épisode Gilets jaunes. Le gouvernement aurait une majorité claire et nette à l'Assemblée nationale. On n'aurait peut-être pas eu autant de protection. D'accord. Donc pour vous, on a plutôt pensé politique que pensé économique quand on a fait ça. Oui, alors après, le raisonnement économique, il se défend aussi hein, en disant finalement, offrir un bouclier, ben, ça permet de préserver la consommation des ménages et donc ça permet de ne pas casser l'économie à nouveau. Voilà, ça c'est le corollaire. Mais je pense que l'un sans l'autre, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu autant de protection. Voilà. OK. Alors, on va passer au dernier point que j'évoquais, où là aussi, le système de pensée, il est extrêmement fort. Donc, je vais le relire. L'inflation va nettoyer les excès passés et l'Europe pourrait emprunter en remboursant ses dettes avec de nouveaux impôts sur des structures qui n'en payent pas aujourd'hui ou très peu. Alors, il y a 2 sujets là-dedans. Donc, le premier, c'est, alors ça, je trouve que c'est vraiment un Européen, de se dire, allez, on fait la gueule parce qu'il y a de l'inflation, mais au fond de nous-mêmes, on se dit, chouette, elle va faire le boulot. En tout cas, elle va faire une partie du boulot pour nous. Et pendant qu'elle fera une partie du boulot, ben nous, on dira, non, non, on lutte contre l'inflation, regardez ce qu'on fait, regardez ce qu'on fait. Nos banques centrales agissent, on fait des boucliers. Mais on sait très bien qu'un excès de dette qui a un petit peu partout dans le monde aujourd'hui, à quelques très rares exceptions près, il va être partiellement nettoyé par l'inflation. Donc ça, c'est le premier petit sujet. Et donc ça, c'est vraiment penser comme un Européen de se dire l'inflation va tout faire pour nous et on n'aura pas à faire du sang et des larmes pour rembourser les dettes. Et le deuxième truc, alors là aussi, j'ai vraiment envie de dire que c'est un truc d'Européen. Alors, à Bruxelles, la discussion, quand ils ont après le Covid, quand ils ont lancé le premier euro-emprunt, donc l'emprunt d'Europe, ils se sont dit comment est-ce qu'on va rembourser cet emprunt européen? Pas en demandant des impôts complémentaires aux populations européennes, mais en détectant des sociétés qui, par la manière dont elles agissent ou la manière dont elles sont construites, font beaucoup de profits et beaucoup de bénéfices ou tirent beaucoup de substances avec l'Europe et ne payent pas des impôts en Europe, ou en tout cas ne payent pas suffisamment d'impôts en Europe. Donc ceux qui sont les premiers ciblés, c'est bien entendu les GAFA, mais derrière, il pourrait y avoir d'autres sociétés ciblées, enfin toutes celles qui font de la vente par correspondance. À un moment, on avait parlé d'Alibaba, qui ne paye quasiment pas d'impôts en France non plus, et de beaucoup de sociétés comme ça. Charles, vous voulez prendre ce sujet et essayer de nous donner votre position là-dessus? Je pense qu'on va partager notre réponse avec Mathieu. C'est sûr que l'inflation aujourd'hui fait partie des préoccupations, que ce soit en Europe ou pas que. Je n'ai pas préparé la réponse. Je ne sais pas si Mathieu, tu pourrais m'accompagner sur… Non, c'est une certitude qu'il y a un besoin aujourd'hui d'harmoniser les taxations européennes. Ça, c'est un grand sujet. Et après, on a quand même un environnement européen qui est toujours aussi complexe quand il s'agit de trouver des décisions communes intelligentes.
Donc, il y a ce sujet-là sur la table qui est la taxation des grands groupes qui font pas mal de profits en Europe, notamment sur des consommateurs européens. Sur l'inflation, il y a quand même une question sous-jacente, c'est bon, la pérennité de cette inflation, hein, combien de temps on va la voir. On a, nous, peut-être de manière un peu naïve, quand même la sensation que la mise en place des boucliers fiscaux, la tendance récente sur les coûts de transport, les coûts énergétiques, les matières premières agricoles et tout ça, il y a quand même un certain nombre d'indicateurs qui nous font dire que l'inflation est là pour durer un peu, mais à un moment devrait ralentir et le chômage devrait probablement remonter un petit peu. Enfin, il va y avoir une espèce de main invisible qui devrait renormaliser un tout petit peu cette situation-là. Donc, on est dans un environnement probablement où on va devoir vivre avec un petit peu plus d'inflation, mais on n'est pas convaincu non plus qu'on soit sur des rythmes établis d'inflation sur des niveaux tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc, on va dire, pour protéger le consommateur, ce qui a été fait, les différents boucliers, que ce soit en France, mais on peut parler aussi de l'Allemagne, hein. Allemagne, UK, bon, vous savez que le ministre des Finances a sauté, la première ministre risque un peu sa peau cette semaine. Il se passe quand même beaucoup de choses hein, pour protéger le consommateur et faire face à ces grandes incertitudes. Donc, alors, je vais vous interrompre parce que juste une toute petite question. Alors là, j'ai envie de dire, je me demande si on n'est pas allé rechercher ça dans nos archives ou si on ne copie pas des autres cultures, parce que dans certains pays, on fait souvent des boucliers comme ça. Par exemple, au Maroc, sur les produits essentiels, il y a un prix qui est fixé pour le pain, l'huile et le sucre. C'est le gouvernement qui dit, voilà, c'est tant. Ensuite, le Maroc importe et l'État marocain donne la différence. Et comme ça, il y a un prix avec un bouclier. Et il y a beaucoup de pays dans le monde, je ne vais pas tous les citer un après les autres, qui ne sont pas des pays européens, et qui ont des boucliers comme ça. Donc là, c'est pour rejoindre ce qu'a dit David, c'est ils achètent la paix sociale. Ils achètent la paix sociale et ils ne veulent pas d'histoire. Et donc, ils diminuent des prix. Pendant longtemps, il y avait, c'était très drôle, c'était encore à l'époque du franc, mais l'aspirine en Tunisie était vendue 5 centimes ou 10 centimes l'équivalent la boîte, tout simplement pour que la population puisse se soigner et avoir un médicament d'accès extrêmement facile et à un prix défiant toute concurrence et adapté aux choses. Donc là, ces boucliers, je ne sais pas si on est parti les chercher dans nos archives, puisque le siècle passé, c'était des choses qui ont été faites en Europe, ou si on est parti copier ce que faisaient d'autres. Voilà. David, je vous laisse 1 minute pour conclure sur ce sujet de penser comme un Européen, et ensuite vous démarrez votre point marché. En conclusion, effectivement, je pense que je dirais juste qu'il est important toujours d'essayer de sortir du cadre de pensée traditionnel, hein, parce que c'est quand on s'enferme dans la routine de l'analyse et qu'on se dit que tout est toujours pareil, que tout se répète exactement de la même manière, etc. C'est là probablement qu'il y a les plus gros risques d'erreur. Enfin. Bien, eh bien, écoutez, on va attaquer pour une nouvelle chronique des marchés. Hein. Il y a 2 semaines, je faisais l'éloge de la procrastination et je vous encourageais à ne pas bouger vos portefeuilles. Il est trop tard pour vendre, trop tôt pour acheter, vous connaissez la musique. 2 semaines plus tard, on peut constater que les marchés actions ont toujours des performances comprises entre -20 et -30 depuis le début de l'année. L'indice MSCI Monde, valorisé en euros, hein, c'est l'indice qui représente les actions internationales pour l'investisseur de la zone euro. Il est à 0,2% de là où il était il y a 2 semaines, autant dire 0. Pourtant, il y a eu des rebonds importants, suivis de baisses tout aussi sévères. Mais cela a été tellement rapide qu'il y avait de quoi se prendre les pieds dans le tapis pour les plus tactiques d'entre vous. Les chiffres publiés en fin de semaine dernière montrent que l'inflation persiste aux États-Unis. Et ce, malgré les mesures déjà fortes pour la faire ralentir. Cette situation complique la tâche du président Biden, qui, à 1 mois des élections de mi-mandat, a récemment finalement admis la possibilité d'une récession. De l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, la BCE n'exclut désormais plus une récession en zone euro pour l'année prochaine. Le nouveau scénario de Christine Lagarde prévoit une baisse du PIB de 1% contre une hausse de 0,9% précédemment prévue. Alors, parler de tout ça, mais le gros de l'action
ces derniers temps. C'est quand même en Angleterre, en Grande-Bretagne que ça s'est passé, hein, où toutes les mesures de finances publiques non financées ont semé littéralement la panique sur les marchés obligataires. Les taux longs se trouvent tendus en mettant immédiatement en difficulté les fonds de pension du pays. Alors, ça a été rapide. Ils ont directement appelé le ministère des Finances pour indiquer que si la situation ne se calmait pas, ils seraient tout simplement obligés de se déclarer en faillite, rien de moins. Alors, l'impact ne s'est pas fait attendre, hein. Le ministre des Finances s'est fait limoger, postulant ainsi pour le record du ministre qui reste le moins longtemps en poste, 38 jours. Et la première ministre, Liz Truss, a déjà annulé une bonne partie des mesures prévues. Alors, on a un nouveau ministre des Finances, Jeremy Hunt. Il va avoir fort à faire pour restaurer la confiance des marchés. Alors, le parti conservateur, je suis sûr, en aurait bien profité pour limoger également la première ministre, mais changer 3 fois de premier ministre en 3 ans sans passer par la case des élections générales, c'est vraiment pas terrible et ça risquait de desservir celui ou celle qui prétendrait lui succéder. Alors, l'actualité des marchés, ce sont aussi les publications de résultats. Alors, bien entendu, dans le contexte actuel, les attentes ont été significativement révisées à la baisse. Ceci a permis aux premiers résultats de sortir un peu mieux qu'attendu. Bien entendu, hein, si vous baissez la barre, elle est plus facile à passer. Boursièrement, on a l'Europe qui tire un peu mieux son épingle du jeu, avec une performance tout juste positive la semaine dernière, alors que les États-Unis chutaient de nouveau. Et dans ce contexte, je persiste à dire, comme je l'ai souvent répété, que le seul segment de marché qui offre une réelle protection contre les mauvaises nouvelles, ce sont les obligations d'entreprise. Les niveaux actuels intègrent des taux de défaut bien supérieurs à ceux constatés lors de la grande crise financière de 2008. Alors, on a 2 manières de poser le débat. Soit on se demande si la crise actuelle va être pire que celle de 2008, ou soit on se demande si les entreprises et les taux de défaut des entreprises vont être inférieurs à ce qui est prévu, comme ça a souvent été le cas. Et Bernard, est-ce que vous pensez comme moi que dans les cours et dans les niveaux actuels, on intègre tellement de mauvaises nouvelles que sur les obligations d'entreprise, il y a quand même quelque chose à faire? Ne me dites pas que vous pensez que la crise actuelle va être pire que celle de 2008. Alors, avant de répondre à cette question, je vais juste faire un petit clin d'œil par rapport au ministre. Bon, en France, on a quand même eu 2 ministres qui ont réussi à rester 9 jours. Hein. Donc, ce charmant anglais qui a tenu 38 jours, c'est quand même pas si mal que ça, on va dire. C'est quand même pas si mal que ça. Pour mémoire, c'était Schwarzenberg du temps de Mitterrand qui avait pris une position sur la légalisation du cannabis. Et ensuite, c'est Thévenoud, il n'y a pas si longtemps que ça, et je ne sais pas pourquoi il est resté aussi peu longtemps, mais il a dû démissionner. Alors, pour en revenir sur ce point marché où vous avez basculé vers les obligations et des choses comme ça, en fin de compte, globalement, le prix qu'on a des obligations, où on le regarde d'une manière de financier, et on se dit, voilà, le marché price, donc le marché donne un prix en disant 23% de faillite, donc il fait ses calculs, là, c'est juste une formule mathématique, et donc les obligations, elles valent ça. Et après, soit le marché se trompe et il y a moins de faillites que prévu, et tout ça, ça remonte, soit le marché a raison et il a pricé le bon prix et on est sur le bon prix, soit le marché n'a pas vu les choses assez noires et on continue à avoir des basses avec un repricing en disant non, il va y avoir un peu plus, non, il va y avoir un petit peu plus. Alors, par rapport à la crise de 2008, est-ce qu'il va y avoir plus ou moins? J'ai envie de vous dire moins, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'en 2008, on avait une crise financière où c'est vraiment, on va dire, les rouages de l'économie qui ont été impactés par des erreurs techniques des financiers. Donc, pour mémoire, on avait prêté de l'argent à des gens insolvables et la construction des prêts avait été faite de manière à ce qu'elle puisse partout se répandre dans tous les leviers de l'économie. Et donc, on a eu très peur que tout saute à cause de ces erreurs, entre guillemets, des financiers. Là-dessus, il y a eu une réponse financière. Donc, la réponse financière, ça a été très simple. Hein. Tout le monde s'en rappelle encore. C'est on envoie de l'argent, en veux-tu, en voilà. On prête de l'argent aux banques, on donne de l'argent aux banques, on recapitalise les banques.
et tout s'est mis en place avec une manne d'argent, pas spécialement pour les particuliers, mais une manne d'argent pour les banques et les grandes entreprises, non pas parce qu'elles n'avaient plus d'argent, mais parce que l'argent ne circulait plus. Et donc, à partir du moment où on a réussi à réparer le problème créé par les financiers, ben, les choses ont commencé petit à petit à se normaliser. Aujourd'hui, la crise, c'est une vraie crise économique. C'est-à-dire que mettre une crise sur l'énergie et faire exploser les prix de l'énergie, ça veut dire que des productions vont devenir moins chères aux États-Unis qu'en Allemagne. Cette forte volonté de relocalisation qu'il y avait en Europe, aujourd'hui, elle est compromise par un prix de l'énergie. Il faut qu'on trouve une solution pour avoir un prix d'énergie plus bas. Donc, les Russes font la paix, on rachète du gaz aux Russes, on remet en place nos centrales nucléaires. Enfin, certaines solutions peuvent être rapides, d'autres solutions prennent du temps. Donc, oui, je pense qu'il va vraiment y avoir des faillites d'entreprises, des petites, des moyennes et des grosses. Là-dessus, j'ai aucun doute. Alors, est-ce qu'on a déjà le juste prix et en fin de compte, les obligations sont au bon prix? Ou alors, ce qu'on semble tous un peu dire dans les émissions d'avant, que c'est un petit peu exagéré. Donc, j'ai envie de vous dire, je vais penser comme un Européen. C'est toujours exagéré parce qu'on tire toujours l'élastique comme ça. Et globalement, l'Européen éduqué qui sort des bonnes écoles européennes, quand il voit un problème, il a tendance à exagérer le problème. Et quand il voit une solution, il a aussi tendance à exagérer la solution et à dire « Ah ben voilà, ça y est, on a trouvé ça, c'est fini, c'est réglé. » Et quand il y a un problème, de dire « Oh voilà, c'est bon, on perd la moitié de nos entreprises. Somme toute, on va en perdre que 10%. Et donc, c'est intéressant d'acheter des obligations aujourd'hui puisqu'il y a toute cette recovery à faire. » Alors, voilà, donc ça, c'est mon point de vue. La crise économique en elle-même risque d'être plus grave que 2008. On n'a pas de crise financière pour l'instant. Et c'est plus facile pour un gouvernement et des banques centrales de juguler une crise financière qu'une crise économique. Donc, voilà ce que je pense. On va aller du côté d'Eleva. On va redonner la parole à Mathieu. Donc, Mathieu est plutôt un gérant en action, mais peut-être que dans une autre vie, il a eu quelques incohérences ou quelques amours avec les obligations. Il va nous dire ça. Moi, je suis plutôt un gérant action, effectivement. Mais vu d'un peu loin, et Charles en dira probablement un mot sur les obligations, effectivement, l'environnement semble relativement propice, en tout cas, pour se réintéresser aux obligations. Mais on a une vision qui est peut-être un petit peu moins black sur les actions à court terme. Bon, alors on est dans un environnement, effectivement, où il y a un marasme ambiant. Tout le monde est négatif, tout le monde est négatif et tout le monde est peut-être un petit peu trop négatif à nos yeux, notamment quand on regarde les valorisations de marché. Alors, qu'est-ce qui est intégré pour l'année prochaine et qu'est-ce qu'on anticipe et qu'est-ce qui est fait par les gouvernements finalement pour essayer de réduire les risques. Bon, je vous le disais un peu tout à l'heure, mais nous, notre sentiment, c'est que l'inflation est peut-être a déjà piqué, va peut-être nous réserver quelques bonnes surprises. Alors, ce n'est pas du wishful thinking, mais on pense que mécaniquement, il va y avoir quand même un petit peu de reflux sur l'inflation, que les matières premières agricoles vont baisser, que les coûts de fret vont commencer à baisser. Donc, on devrait avoir un tout petit peu moins de pression du côté inflation dans les mois à venir. Ensuite, ce qu'on a bien en tête, c'est que les données macro se sont pas mal détériorées et se détériorent en fait de manière quasi linéaire depuis 6-9 mois. Et aujourd'hui, on est sur des PMI qui sont inférieurs à 50. On commence à pricer un niveau, un environnement macro très détérioré. On trouve qu'il y a quand même dans ces phases-là beaucoup d'exagération de la part du marché. Comme vous le disiez très bien, généralement, quand on voit des problèmes, on ne voit que les problèmes, on ne voit absolument pas les solutions. Là, on commence à se dire qu'à 10 fois et demi, la valorisation du marché européen commence à pricer quand même un certain nombre de mauvaises nouvelles. Historiquement, on est plutôt à 13 fois et demi, 14 fois, ce qui veut dire qu'en fait, implicitement, si on veut revenir sur notre moyenne 13,5, 14, il faudrait réviser encore les attentes de bénéfices pour l'année prochaine d'une 25%, 25-30%. Honnêtement,
on voit certains secteurs sur lesquels il y a encore pas mal de boulot à faire, de révision en baisse. Et il y a certaines entreprises sur lesquelles le boulot a déjà été beaucoup fait. Et d'ailleurs, vous commencez à le voir, on est dans un environnement où les warnings se multiplient depuis quelques semaines. Il y a beaucoup d'entreprises qui warnent, notamment les entreprises assez cycliques. Bon, les réactions boursières de ces entreprises qui ont des multiples de valorisation assez faibles et qui disent, qui avouent que l'environnement s'est durci, finalement, ne sont généralement pas aussi négatifs qu'on aurait pu le craindre il y a encore quelques mois. Donc, on est en train progressivement, nous, chez Eleva, de remettre du risque un petit peu dans nos portefeuilles. Pas comme des têtes brûlées, mais en tout cas, on est conscient du fait qu'il y a quand même certains indicateurs macro qui sont très bas aujourd'hui et qui commencent à montrer des signes d'inflexion. Donc, il faut regarder le niveau, mais il faut regarder surtout l'inflexion. C'est ça qui nous intéresse. Donc, aujourd'hui, on a plutôt tendance à être un peu constructif sur la macro et à remettre des sociétés cycliques. Alors, il y a quelqu'un qu'on aime bien, qui nous rend souvent visite dans cette émission, c'est Bruno Zaraya de Ginger. Et lui, depuis, j'ai envie de dire, depuis avant l'été déjà, le leitmotiv chez Ginger, qui semble un peu rejoindre le vôtre, c'est de dire les marchés vont repartir en fin d'année. Donc, cette fois-ci, je parle à sa place, fin octobre, début novembre, mais disons en fin d'année. Et c'est là qu'on va faire l'année, parce que les sanctions étaient trop fortes. C'est un point de vue que vous rejoignez un peu aujourd'hui ? Honnêtement, on n'arrive pas à timer le marché, on n'en sait rien. Je ne peux pas vous dire ce que fera le marché dans 3 semaines, dans un mois. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'on est arrivé sur des niveaux techniques très tendus, que l'élastique est extrêmement tendu, qu'on était dans une situation à peu près similaire en juin et que le mois de juillet a été extrêmement fort à la hausse. C'est-à-dire que le marché a pris quasiment 6 ou 7% en ligne droite en juillet. Je ne vous dis pas qu'on est dans cette situation-là nécessairement maintenant, mais je pense qu'en tout cas, on est sur les choses qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire la trajectoire qu'on peut à peu près maîtriser, on va dire, sur la trajectoire des earnings pour l'année prochaine et les valorisations, donc les deux choses qu'on peut constater et appréhender avec notre vision de gérant. On se dit qu'on est peut-être sur des niveaux, on est probablement sur des niveaux intéressants, c'est clair, à moyen terme, et qu'on n'est peut-être pas loin d'un rebond de marché. Si je regarde un petit peu year-to-date, il y a certaines classes d'actifs, parce qu'on regarde toujours les indices en mode consolidé, c'est parce que c'est intéressant et ça parle à tout le monde. Mais si vous regardez les performances sectorielles depuis le début de l'année, vous avez d'un côté l'énergie, le pétrole et tout ça qui est en hausse, et vous avez d'un autre côté tout le reste, y compris les titres des secteurs structurellement un peu trop chers, qui est en baisse de manière significative. Si on regarde en dehors de nos frontières, le Nasdaq, il est en baisse depuis le début de l'année de, je ne sais plus, 35%, quelque chose comme ça. On a certains titres de qualité dans la santé qui sont en baisse de 40-45%. On a dans les semi-conducteurs des baisses qui ont été très, très fortes. Donc, ouais, quand même, toute cette baisse a été très marquée. Elle a été probablement un peu exacerbée aussi par des flux qui ont été pas mal de sorties sur les actions européennes depuis quelques trimestres maintenant. Donc, il y a un scénario probable où tout ça se calme un petit peu et se normalise. Très bien. Charles, vous voulez rajouter un mot ? Non, mais c'est vrai que Mathieu l'a très bien expliqué. C'est vrai que la vision d'Eleva, c'est sûr qu'on n'est pas, les voyants sont pas ouverts, mais un petit peu moins pessimistes que les autres, que c'est compliqué de timer le marché encore une fois, mais que le marché, on considère, a déjà intégré pas mal de mauvaises nouvelles, que ce soit le rythme de remontée de taux, que le mot récession aujourd'hui ne fait plus peur. Clairement, on sait qu'il y aura une récession, voire une quasi-récession aux États-Unis. On pense que le marché action l'a intégré. Après, il y a d'autres risques qui sont difficiles à mesurer, que ce soit le risque géopolitique ou là-dessus, c'est sûr qu'il y a encore des choses qui sont encore compliquées dans les semaines et mois qui arrivent. Mais bon, en tout cas, que ce soit sur le niveau de valorisation, il y a peut-être des choses à faire. Donc voilà, tout n'est pas ouvert, mais tout n'est pas rouge pour autant. Donc un peu moins pessimiste. Je partage l'avis de Mathieu chez Eleva. Et alors, sur ce mot récession, je vais revenir parce qu'on a régulièrement des questions d'auditeurs qui remontent à la radio par rapport à la récession. Alors, mon point de vue, moi, bien sûr qu'on va avoir une récession et c'est impossible qu'on n'ait pas une récession puisqu'on est en train de tout faire pour en avoir une. Donc, imaginez la chose, on prend un bâton, on tape sur quelqu'un et là, on est en train de poser la question, est-ce que vous croyez qu'il va tomber ?
bien sûr qu'il va tomber puisqu'on lui tape dessus. Et s'il ne tombe pas, on va taper plus fort pour qu'il tombe. Donc, ce qu'on espère tous maintenant, c'est que la récession arrive le plus vite possible. Donc, ayez cette image du bonhomme comptable, qu'on lui fasse le moins mal possible. Et dès qu'il aura genou à terre, on fera exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on passera de la pommade en disant, bon, maintenant, mon gars, tu as mis le genou à terre, tu te relèves et puis vite, parce que nous, on n'a pas que ça à faire. On a des économies à faire tourner. Et comment on fera pour relancer la machine? On fera exactement le contraire de ce qu'on a fait. Donc, on baissera les taux, on injectera de l'argent, on relancera la consommation. Enfin, c'est exactement le contraire. Mais ce qu'on a appris dans les années 70 et dans les années 80, c'est que l'inflation est destructrice. L'Allemagne l'a dans ses gènes, puisqu'elle est toujours persuadée que le nazisme n'arrive au pouvoir qu'à cause de l'inflation. Et donc, on ne veut plus d'inflation. Et j'en reviens à l'édito « Penser comme un Européen ». Un Européen, j'ai envie de dire, c'est de manière intrinsèque et de manière même émotive que l'inflation est mauvaise pour lui, mauvaise pour son pays, mauvaise pour le continent. Donc oui, on court vers la récession et on tapera de plus en plus fort jusqu'à qu'on l'ait. On va revenir à Maël pour rebondir sur le premier sujet qu'avait lancé David. Et on a un peu tourné autour, on n'a pas vraiment répondu. David parlait de ces obligations. Donc, pour mémoire des fonds obligataires, il y a 3 types de fonds obligataires. Il y a le fonds obligataire buy and hold. Donc, on achète quelque chose et on le garde jusqu'à qu'on soit remboursé. Et tant pis si on s'est trompé. De toute façon, on a fait le mieux possible le jour J. On a récolté de l'argent, on a acheté et on n'a plus qu'à attendre la fin. Le deuxième système, c'est quelque chose qui ressemble. Donc, c'est un fonds daté où on attend la fin, mais on travaille entre le début et la fin, on travaille. On se dit, tiens, là, je me suis trompé, je vais le vendre. Tiens, là, je vais en racheter. Tiens, là, je ne me suis pas trompé, mais j'ai tellement gagné d'argent que je n'attends pas la fin, je le vends. Donc, ça, on va travailler sur un fonds daté. Donc, on a quand même une échéance où on rendra l'argent au client. Et on a le troisième fonds, qui est un fonds obligataire, où là, c'est un travail classique de gérant. Et tous les matins, il cherche quoi acheter et quoi vendre pour avoir le meilleur rendement possible. Et la question de David et la pensée de David, c'était de dire, voilà les 3 types de fonds qu'on a. Comme on a exagéré et qu'on a volontairement fait baisser le prix de nos obligations parce qu'on a peur, mais elles sont trop basses et très, très vite, est-ce que c'est 15 jours, est-ce que c'est 3 mois, est-ce que c'est 6 mois, mais en tout cas, sur une période assez rapide, elles vont automatiquement se revaloriser. Voilà. Alors, ce que je précise pour les auditeurs, c'est qu'elles doivent obligatoirement se revaloriser, puisque quand on a des dates d'échéance courtes, c'est où l'entreprise rembourse, et donc dans ce cas-là, puisqu'on a baissé le prix de l'obligation, elle se revalorise, ou l'entreprise ne rembourse pas, et dans ce cas-là, ceux qui avaient fait une première baisse ont raison, mais dans ce cas-là, on a une deuxième baisse, puisque là, on n'est plus dans un souci de ne pas payer, mais dans une réalité de non-paiement. Donc, allez, tout ça, c'est très dense, c'est très lourd. Vous avez 2-3 minutes, Maël, pour nous faire un petit peu de tri là-dedans et nous donner un petit peu votre opinion. Bon, déjà, c'est intéressant parce que le marché obligataire, on l'avait complètement abandonné depuis quelques années. Et là, il revient un petit peu en force. Il y a des coûts à faire, comme on dit. Le risque numéro 1, c'est qu'une obligation, c'est une dette. On prête de l'argent à une entreprise. Et donc, si je fais le parallèle avec ce qu'on disait avant, quelques entreprises vont faire défaut. Et donc, voilà, il faut faire confiance à son gérant et avoir un bon gérant pour savoir faire la sélection d'obligations. Maintenant, ce qui est également intéressant d'observer, c'est que les taux d'intérêt remontent. Du coup, le nominal, le cours des obligations baisse. Et donc là, il y a des coûts à faire, clairement. Puisque, comme vous l'avez dit, à échéance, l'obligation, elle est remboursée au nominal, voire on gagne un petit peu d'argent. Et du coup, nous, ce que l'on voit dans les portefeuilles de nos clients, c'est un retour sur le marché obligataire. Là, il y a vraiment des bons coups à faire. Les taux remontent un peu, vont remonter plusieurs fois dans l'année. On l'a déjà vu ensemble dans l'émission, c'est qu'on anticipe tous qu'ils rebaisseront peut-être en 2024. Là, 2023, ça me paraît peut-être compliqué. Ils rebaisseront peut-être en 2024. En attendant, en 2023, le cours des obligations va bien chuter. Il faut les acheter à ce moment-là et pour pouvoir les revendre à terme. Alors après, ça, c'est quand vous les achetez en direct. Maintenant, si on les achète dans le cadre de fonds, les fonds datés, alors moi, j'en vois moins aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que les fonds obligataires avec une vraie action du gérant
qui va faire finalement du trading en fonction du cours des obligations, ça, on voit un retour dans les portefeuilles. Pour les clients qui avaient qui avaient déjà vendu pas mal d'actions, maintenant, c'est vrai que ceux qui ont des actions, ils les vendent un petit peu moins hein, parce qu'ils ils ont pris le bouillon, donc ils préfèrent les garder. Mais ceux qui avaient vendu un peu d'actions avant et qui sont en cash, ils réinvestissent beaucoup dans ce type de fonds obligataires ou dans des obligations directes. C'est ce que l'on voit réellement aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est une créance sur une société, il faut avoir confiance dans la société. Donc, si vous le faites en direct, à ce moment-là, il faut choisir des sociétés qui ont des bilans solides et qui vont pouvoir traverser la crise. Si vous le faites, parce qu'on fait également du non-coté, hein, je le précise, donc pour des entreprises de plus petite taille, il faut avoir confiance dans la société. Et si vous le faites via des fonds, il faut choisir un gérant qui est capable de faire le tri et d'aller chercher justement des performances intéressantes, puisque là, ils ont pris quand même un bon coup, le cours des obligations. OK. On arrive maintenant à la fin de cette thématique. Est-ce qu'il y en a un qui veut faire une conclusion? Non, pas de volontaire. Alors, on va revenir sur Mathieu Destroyat d'Eleva Capital. C'est maintenant votre moment exclusif. Vous allez nous parler un petit peu d'Eleva, un petit peu de votre fonds. Et comme il y a aussi une actualité, un fonds que nous, on met en avant, qui n'est pas le fonds que vous gérez, Charles Herman nous dira 2 mots sur cette Eleva, comment ça s'appelle? Eleva Retourne. Absolute Return. Eleva Absolute Return. Voilà, vous m'avez enlevé le mot de la bouche. Merci. Voilà, bon, alors on vous écoute. Je vais peut-être commencer. Excuse-moi, Mathieu. Je pense que dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu la maison Eleva, comment nous on se situe dans l'univers des asset managers français. J'irai quelques mots aussi sur Eleva Absolute Return Europe, que tu commences à utiliser, que tu commences à bien avoir en tête, notamment expliquer plus un rôle pédagogue sur qu'est-ce qu'un long short aujourd'hui et quelle est sa différence aujourd'hui sur un long short et comment il se positionne dans une allocation. Et puis enfin, on a la chance aujourd'hui d'avoir Mathieu présent et gérant chez nous sur le fonds Eleva Sustainable Impact Europe, qui est un fonds auquel on croit vraiment de cette notion de performance durable, qui est un fonds ISR et qui, pour nous, se complète plutôt bien entre un long short que tu utilises et les fonds actions, donc une vocation beaucoup plus dynamique au sein d'une allocation, mais qui peut être complémentaire par rapport au long short. Donc, je vais être assez succinct et plutôt laisser la parole à Mathieu, qui est beaucoup plus complet que moi, expert sur ces domaines-là. Alors, quelques mots sur Eleva Capital. Ce qu'il faut retenir et comment on se différencie un petit peu des autres sociétés de gestion, c'est qu'on est une société de gestion de portefeuille, bien évidemment, et 100% indépendante. Donc, en termes d'encours, on gère 8,5 milliards. On est la 3e société de gestion 100% indépendante en France. Donc, on commence à être un petit peu le new challenger. On a été créé en 2014 à Londres avant d'être rapatrié en France suite au Brexit. Ce qui est très important pour nous, c'est cette notion d'indépendant. Donc, qu'est-ce qu'une société de gestion indépendante? C'est une société qui n'a pas de personne morale au capital, on n'a pas de banque ou d'assureur, on est vraiment une société créée par des personnes et détenue par des personnes. Donc ça, il faut l'avoir en tête et c'est ça qui nous différencie un petit peu dans les autres acteurs de la place à travers d'autres sociétés peut-être un petit peu plus connues de vos clients. Particularité au sein du capital, on a 10% du capital qui appartient à la fondation Eleva. Donc cette fondation Eleva redistribue 10% du résultat net de la société auprès de l'UNICEF. Donc voilà, cette vertu philanthropique qui est aujourd'hui centrale au sein d'Eleva, parce que ce que je dis, l'argent, enfin la finance, c'est faire de l'argent avec de l'argent. On peut avoir, moi, ma femme travaille dans tout ce qui est la partie impact et économie sociale et solidaire, donc on peut avoir certains préjugés sur la finance, mais voilà, en tout cas, nous, on considère qu'il y a une partie qui peut être redistribuée auprès d'une ONG, qui est l'UNICEF aujourd'hui, donc qui reçoit 10% du résultat net de la société. Donc voilà, aujourd'hui, cet acteur indépendant, cette vertu philanthropique, 44 salariés aujourd'hui au sein de la maison, 15 personnes dédiées, dont Mathieu, pleinement à la gestion. Voilà, donc ce qu'il faut retenir vraiment sur la maison, c'est cet acteur de premier plan aujourd'hui en France en tant qu'acteur indépendant dans la société de gestion de portefeuille. Comme je dis, 3e société de gestion 100% indépendante en France. Donc voilà, ce qu'il faut retenir sur la société. On va passer après sur tout ce qui est la gamme de fonds, l'expertise de la maison. Alors nous, c'est vrai qu'on a un biais très action Europe, avec une réelle gestion de conviction. On va parler également de ESG. Donc ça, je laisserai à Mathieu détailler davantage ce qu'est l'ESG, notamment les fonds impact. Mais c'est vrai que nous, l'ESG, tout ce qui est ISR, les investissements socialement responsables, est vraiment au centre de notre préoccupation. Donc Mathieu est arrivé il y a 2 ans en provenance de la financière de l'échiquier. Je vais vous expliquer un petit peu tout son rôle aujourd'hui au sein de la maison. C'est au-delà de gérer
le fonds Impact. Il y a également l'ensemble de nos fonds, actions sont ESG. Aujourd'hui, nos fonds sont disponibles par différents moyens, que ce soit par assurance vie, contrat de capi, PER. Donc ça, c'est ton rôle, Bernard, de proposer auprès de tes clients et tu commences à faire. Donc, je tenais à te remercier de proposer un petit peu la maison et les fonds d'Eleva. Donc voilà, moi je vais vous dire quelques mots sur long short en 2 minutes et après je laisserai la parole à Mathieu. Eleva Absolute Return Europe, que vous commencez à utiliser, c'est un fonds long short Action Europe. Alors quand je parle de long short, je pense que je vais plus expliquer qu'est-ce qu'un long short et quel est l'intérêt aujourd'hui de faire du long short. Donc on parlait beaucoup d'incertitude, de volatilité. En fait, un fonds long short est un fonds qui peut se positionner à la fois sur des positions longues et des positions short. Quand on dit qu'on est long sur un titre, c'est-à-dire qu'on achète des actions un petit peu au sens traditionnel, qu'on va se positionner, qu'on va gagner quand le titre monte. Quand on short un titre, alors je ne sais pas si la plupart de tes auditeurs ont vu le fonds de Big Short, mais voilà, en fait, on fait de la vente à découvert, on vend des actions que l'on ne possède pas, mais que l'on espère pouvoir racheter plus tard à un meilleur compte. Vulgairement, on gagne quand le titre baisse. Donc, le fait d'avoir un fonds long short, d'être positionné à la hausse sur certains titres et sur la baisse sur certains titres, permet d'avoir un fonds au sens global, beaucoup moins volatile, beaucoup moins risqué qu'un fonds qui est long only, comme on dit, qui est positionné qu'à la hausse. Si les marchés baissent et qu'on positionne à la hausse, on perd. Donc, pourquoi aujourd'hui il y a un réel intérêt sur des fonds long short? Parce que c'est des fonds qui sont beaucoup moins risqués, beaucoup moins volatiles que des fonds actions pures ou qui ont une vocation un peu plus dynamique. Et Mathieu ira dans mon sens. Donc, voilà un petit peu comment aujourd'hui on se positionne sur Absolute Return. C'est que c'est un fonds beaucoup moins volatile, qui peut être long et short sur certains titres, et qui aujourd'hui, on pense plus adapté au contexte de marché actuel face à cette volatilité, sur le manque de visibilité sur la croissance à venir. Voilà, c'est un fonds aujourd'hui qu'on met en avant, mais pas que. On est un peu moins pessimiste, on se pense qu'il y a des choses à faire aujourd'hui sur des fonds actions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est bien identifié sur long short, mais on va bien identifier d'ici peu sur Eleva Sustainable Impact Europe, parce que c'est vraiment un fonds dans lequel on croit. Cette notion de performance durable, qui a une approche différente et en tout cas plus adaptée, on pense, aujourd'hui sur ce qui se passe dans le monde. Et sans transition, voilà, je passe la parole à Mathieu. Alors, juste avant que Mathieu reprenne, en 2 minutes, il y a une question qu'on pose souvent ici, qu'on se pose souvent, que je me pose souvent et que les auditeurs me posent souvent. Cette ESG et ces critères aujourd'hui, comment vous appréhendez ça? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce qu'on est vraiment qu'au début du chemin? Est-ce qu'il faut voir ça un peu comme l'automobile? C'est-à-dire que quand aujourd'hui on regarde les premières automobiles, on se dit, mon Dieu, ce n'était pas vraiment des voitures. Eh bien si, c'était des voitures. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir l'ESG aujourd'hui, en se disant, on est au début, on va sur un chemin? Parce que je le rappelle toujours, la dette russe, avant que la Russie envahisse, elle était ESG. Orpea, c'était ESG. Et il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait dire. Donc, juste un tout petit focus d'1 minute sur l'ESG, Mathieu, et après, on revient sur votre fonds. C'est très intéressant et effectivement, on pourrait faire 1 heure là-dessus. Mais donc, on est arrivé donc, avec Sonia Fazolo de la financière de l'échiquier depuis 2 ans chez Eleva. Et on gérait déjà des fonds ISR avec Sonia à la financière de l'échiquier. Sonia était responsable de l'investissement responsable à la financière de l'échiquier. Donc, c'est des questions qu'on s'est vraiment posées et qu'on se pose depuis longtemps. Alors, les gens, ils viennent progressivement, certains assez vite par opportunisme, certains, ils viennent en faisant un peu n'importe quoi, et certains le font sérieusement. Le but de la démarche ESG, en fait, très simplement, c'est quoi? C'est d'évaluer le comportement des entreprises dans lesquelles on investit auprès de leurs parties prenantes. C'est-à-dire qu'on va regarder de manière très granulaire le comportement des sociétés dans lesquelles on investit vis-à-vis de ses actionnaires, vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de ses fournisseurs, vis-à-vis de la société civile. On va avoir un certain nombre de critères en tête. Est-ce que la société paye correctement ses impôts? Est-ce que le board de la société est correctement construit? Est-ce que les pratiques environnementales de la société sont bonnes? Et on va reprendre en fait tous ces éléments et on va réussir à donner une note à la société. Alors, on peut le faire de plein de manières différentes. On peut bêtement, on va dire par simplicité, se fier à des entreprises qui font le travail à notre place, type MSCI ou Sustainalytics. Donc, ce sont des sociétés expertes qui font de la notation ESG de leur côté. On peut juste
se dire, tiens, bah, leur travail est pas mal, donc on va intégrer ces notations ESG chez nous. Et en fonction de ça, on fera nos investissements ESG. Ou on peut également se dire, prendre un peu de recul et se dire, en fait, ces gens-là, ils sont très biaisés. Ils ont une vision qui est souvent un peu américaine. Ils mettent pas forcément le doigt sur les problématiques les plus sensibles, en tout cas à nos yeux, sur le comportement des sociétés. Et à ce moment-là, internaliser la méthode. Donc, faire l'analyse ESG nous-mêmes en interne, c'est ce qu'on a décidé de faire chez Eleva, comme on le faisait à la financière de l'Échiquier, ce qui donne beaucoup plus de valeur à l'analyse. Pourquoi ? Déjà parce que tout le monde l'a fait. Tout le monde fait l'analyse chez nous, que ce soit les gérants ou les analystes. Il n'y a pas une petite équipe dite ISR dans un coin qui fait sa notation et qui attribue les bons et les mauvais points. Là, la personne qui fait le cas d'investissement financier fait aussi le cas extra-financier, donc décerne les bonnes et les mauvaises notes. Et puis, il y a aussi cette notion d'engagement, d'accompagnement qui est hyper forte quand on fait des investissements responsables. C'est-à-dire qu'on va, dans la durée, discuter beaucoup avec les entreprises et les pousser à s'améliorer. En tant qu'actionnaire, aujourd'hui, on est beaucoup plus écouté qu'il y a encore 4-5 ans pour justement améliorer un certain nombre de pratiques, que ce soit des pratiques dans la gouvernance ou sur des questions environnementales ou sociales. Donc, il y a cette notion de compréhension de l'entreprise, de compréhension des risques aussi associés à cette entreprise, et puis cette notion d'accompagnement qui sont hyper fortes. Alors, systématiquement, quand on parle de ESG, quand on dit ils n'avaient rien vu venir, Orpea, Volkswagen, tous ces scandales-là auraient pu être évités. Bon, il y a souvent des terreaux un peu fertiles pour qu'une société parte dans le décor. Dans le cas de Volkswagen, il y avait une gouvernance qui était catastrophique. Ça, c'était bien connu, comme souvent je ne veux pas jeter un pavé dans la mare, mais comme souvent les gouvernances allemandes. Dans le cas d'Orpea, on était sur un secteur qui ne méritait pas qu'on investisse les yeux fermés. En tout cas, il fallait se poser un certain nombre de questions. Et ce n'est pas du tout pour faire cocorico, mais c'est vrai qu'avec Sonia, on a toujours été assez méfiants vis-à-vis de ce secteur dans lequel les gens investissent un peu les yeux fermés en se disant « oui, bah là, on est sur des trends de très long terme, vieillissement de la population, donc les maisons de retraite, ça va aller tout seul. » Oui, c'est une thématique hyper intéressante. Le vieillissement de la population est effectivement une thématique actuelle. Maintenant, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Parce que quand on regarde Orpea, il faut regarder déjà la gouvernance, qui était effectivement un peu contestable sur certains points. Il fallait regarder également, il faut toujours regarder, la manière dont la société traite ses salariés, tout le cadre autour de cette société-là et autour de ce secteur-là. Et après, vient se poser la question de savoir si une société comme ça doit être cotée en bourse et doit réaliser des profits. Bon, ça, c'est plus des débats philosophiques. Donc, voilà un petit peu pour l'ESG. On va vraiment regarder le comportement de la société vis-à-vis de ses parties prenantes. Et on va attribuer un score. Et en fonction de ce score, on investira ou on n'investira pas dans la société. Et donc, pour vous, c'est vraiment un petit peu, je reprends mon image de l'automobile. Donc, on est vraiment au début de quelque chose, mais de toute façon, c'est lancé et le monde de demain sera ESG. Inéluctablement, ouais. Alors, c'est lancé. On est dans l'automobile. On n'est plus dans l'automobile de 1905. On est déjà en 1950 là. La donnée, elle a déjà un petit peu vécu. Elle s'améliore. Les sociétés connaissent déjà beaucoup mieux la musique. Les investisseurs également. Donc, il y a une espèce d'apprentissage collectif qui fait que oui, le coup est parti et ne va pas s'arrêter. Ça, c'est une certitude, puisqu'on a la prise de conscience qu'il y a tout un tas de sujets très graves sociétaux qui sont en train de se dérouler sous nos yeux et auxquels on peut avoir, à travers le ESG, apporter certaines réponses. Alors, moi, j'ai une crainte. Je vais vous la dire et vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez me dire si vous pensez que c'est un mythe, que c'est du fantasme, que c'est un faux cauchemar ou quoi. Aujourd'hui, avec ces critères ESG, on est en train de mettre un petit peu sur le banc de touche les sociétés qui s'occupent de l'énergie fossile.
on a notre champion toute catégorie Total. Et je me dis, est-ce qu'à force, on ne va pas avoir un Total qui va être soit obligé de se vendre à l'étranger parce qu'il n'aura plus l'apport et l'appui de la bourse, soit, voilà, je me dis peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, on entendra Total qui aura cédé toutes ses activités fossiles à un Indien, à un Tchétchène, enfin, à une république bizarroïde comme ça qui, elle, n'a pas ses critères. Qui continuera à polluer la planète, mais au moins on aura un Total propre et avec que des énergies propres et des choses comme ça. Est-ce que c'est pas un danger, ça? Alors, en fait, c'est super intéressant, puisque aujourd'hui, si vous regardez le score de Total, il n'est pas mauvais en fait, sur les questions ESG. Il a même plutôt une bonne note. Donc, il faut vraiment différencier le comportement de la société des produits et services de la société. Du secteur dans lequel la société opère. Et c'est justement tout l'objet en fait, de notre fonds d'impact. En fait, on va regarder dans un premier temps le comportement de la société, donc on va attribuer une note. Total peut avoir 80% typiquement, donc pourrait être investissable dans notre fonds d'impact, si je force le trait. En réalité, elle ne peut pas l'être, puisqu'on va regarder ces produits et services, et typiquement ces produits et services ne répondent pas à ce que nous, on cherche dans notre fonds d'impact, c'est d'investir dans des sociétés qui apportent des produits et services qui vont répondre favorablement aux grands enjeux environnementaux ou sociétaux. Donc, quand on a ce fonds d'impact, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller sur des boîtes qui sont déjà très établies, donc qui ont une bonne gouvernance, des bonnes pratiques ESG, qui vont répondre favorablement à 6 thématiques. On pourra revenir un peu plus dessus. Mais comment on considère qu'elles répondent favorablement? En gros, on va regarder le chiffre d'affaires qu'elles génèrent, secteur par secteur et sous-secteur par sous-secteur. Et on va aligner ce chiffre d'affaires avec une grille de lecture qui est la grille des ODD, donc les objectifs de développement durable, qui est une grille de lecture qui a été développée par l'ONU il y a quelques années et qui recense 17 grandes problématiques auxquelles on doit, nous, en tant qu'humanité, répondre. Pauvreté, éducation, inégalité. Alors, ça peut paraître un peu utopiste, tout ça. Néanmoins, il y a des buts qui sont très, on va dire, qui sont très cadrés. On a identifié une centaine d'activités qui permettent de répondre à ces grands enjeux. Donc, nous, tout l'objectif de notre fonds d'impact, c'est d'avoir des sociétés sur l'ESG qui soient très établies et qui aient des produits et services qui répondent favorablement. Donc, on va aller naturellement vers des énergies durables. On va aller vers des sociétés de technologie qui permettent d'améliorer l'efficience énergétique des produits. On va aller vers des sociétés d'éducation, vers des sociétés d'isolation, vers de la mobilité verte. Voilà, tout un tas de thématiques qui sont les thématiques de demain, qui sont même les thématiques d'aujourd'hui. Donc, c'est un fonds à impact qui ne va investir que dans des sociétés européennes cotées, qui est un fonds assez concentré. On a une quarantaine de positions. Toute capitalisation, tout style. Vous allez me dire souvent les fonds ISR sont très biaisés, croissance, qualité, parce que par nature, on va que vers des belles sociétés. Nous, quand on a construit ce fonds-là avec Sonia, on a voulu qu'il soit le plus blend possible, c'est-à-dire qu'on puisse faire de la croissance, qu'on puisse faire du value, qu'on puisse faire des toutes petites sociétés, des grandes sociétés. Le fil rouge de toutes les sociétés qui sont en portefeuille, c'est qu'elles ont un impact qui est significatif. Et puis, on a au sein de ce fonds une poche qu'on appelle la poche Scale-up, qui est limitée en taille, parce que pour des questions de gestion des risques et de gestion de la liquidité, mais qui va nous permettre d'investir dans des petites sociétés qui ont un impact très fort, qui sera systémique une fois qu'elles auront atteint une certaine taille. Donc, on pourrait comparer ça à des startups, mais c'est quand même des grosses startups parce qu'elles sont déjà introduites en bourse, mais qui vont avoir des produits qui, une fois déployés à l'échelle mondiale, vont avoir vraiment des impacts très, très forts. Je ne sais pas si vous voulez qu'on aille un petit peu plus dans le détail des thématiques. On n'a plus beaucoup de temps, mais on peut faire un petit tour des thématiques assez rapides. Eh bien, allons-y pour les thématiques assez rapides. Et je vais vous donner 2-3 exemples. Mais en gros, on a toutes les sociétés qui sont dans le domaine du climat, donc les actions en faveur du climat. On a l'eau et les ressources naturelles. On a les villes durables.
Et quand on dit ville durable, on pense à la mobilité, mais on peut penser aussi au bâtiment, donc avec des titres comme Sika qui proposent des additifs pour les matériaux de construction, donc pour décarboner l'industrie du bâtiment. Et puis, on a tout un pan du portefeuille qui est donc la partie sociale, où là, on va avoir beaucoup d'entreprises, notamment dans le domaine de la santé et du bien-être, des entreprises pharmaceutiques qui créent des médicaments. On va avoir l'inclusion sociale également, ou encore la tech for good, on va aller investir dans des sociétés qui accompagnent notamment leurs clients à se transformer, à répondre au mieux aux enjeux de demain. Typiquement, un groupe comme Capgemini, qui est un fournisseur de services IT, qui va permettre aux sociétés et à ses clients d'améliorer leurs pratiques de cybersécurité ou de finalement réussir à s'aligner sur leurs objectifs de faible émission de CO2. Voilà, donc c'est 6 thématiques, multicap, impact, voilà, Europe. Et c'est un fonds qui a maintenant 2 ans. On a lancé en décembre 2020, constitué autour de 40 sociétés, qui fait à peu près 50 millions d'euros. D'accord. Et quand vous dites Europe, c'est toute l'Europe ou juste l'Europe économique? C'est toute l'Europe. Ouais. C'est toute l'Europe, donc un petit peu d'Angleterre? Un petit peu d'Angleterre, ouais. Petit peu d'Angleterre. Alors, c'est un fonds PEable, donc on est limité dans ce qu'on peut faire, mais on a un petit peu d'Angleterre. D'accord. Donc, un petit peu de risque de devise ou c'est couvert? C'est couvert. Enfin, c'est naturellement couvert. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, on ne couvre pas les devises. On considère que les titres sont… on achète les titres directement en pound ou en… dans la devise du Voilà, pays. exactement. Dans la devise locale. Exactement. Mais comme il y en a peu, ça ne peut pas avoir d'impact significatif sur le fonds. C'est un fonds qui a des impacts très faibles. Ok. Merci beaucoup pour ce partage de savoir. C'était bien dense. On se rendra encore plus compte quand on réécoutera les vidéos. Beaucoup de choses qui ont été dites. Certaines vont être peut-être un peu dites. Il faudra revenir sur certains sujets, mais il y a des sujets qui sont tellement profonds et tellement denses qu'on pourrait y passer des heures et des heures jusqu'à endormir tous nos auditeurs. Merci beaucoup Charles, merci beaucoup Mathieu. À très bientôt et revenez quand vous voulez. On a beaucoup apprécié votre première venue. On espère que ce ne sera pas la dernière. On aura d'autres. Comptez sur nous. Au revoir Merci. et très bonne semaine. C'est maintenant au tour de David Kolinski. Bonjour David. Bonjour Bernard, comment ça va? Tout va bien? Écoutez, ça va très bien, ça va très bien. Donc, il y a un vieux proverbe chez nous qui dit le meilleur est pour la fin. Donc, c'est avec vous qu'on va terminer, qu'on va terminer cette émission. D'abord, on a beaucoup de plaisir à vous recevoir parce que vous avez été un de nos partenaires pour la soirée de gala au mois de juin où il y avait beaucoup de monde. Vous êtes venu avec du matériel, vous êtes fait remarquer des beaux bijoux, des très très belles montres, enfin des montres qui sont des bijoux tellement elles sont belles. Donc, on va parler de votre société, donc Relogios au Portugal. Et j'ai un petit cherché. C'est une vraie saga familiale. C'est votre grand-père qui a créé la société, c'est ça? Exactement. En première place, merci pour l'invitation et aussi pour l'opportunité d'être partenaire dans le dîner qu'on a fait ensemble à Lisbonne, qui était très, très agréable et c'était un honneur d'être associé à la French Radio. Et oui, après ça, oui, c'est mon grand-père qui a commencé la compagnie. Il était un horloger. Il est venu de la Pologne un peu avant la Deuxième Guerre mondiale et il faisait des montres pour exportation, essentiellement les montres coucou, celles qui ont le petit oiseau qui sort et qui rentre à nouveau. Alors ça, c'était sa spécialité. Et il produisait au Portugal et il le vendait au Portugal et exporte. Il fabriquait ici, donc c'était une petite manufacture. Oui, un petit atelier, très, très, très petite, quantité très petite, mais un petit atelier qu'il avait à Baixa, à Lisbonne, dans la zone de downtown. Oui, oui, exactement. Et oui, et après, dès que mon grand-père il a décédé, mon père il avait 18 ans, et il a pris l'affaire et il a inverti un peu l'affaire de l'export et production pour l'importation. Et c'est là qu'il a commencé à amener des marques internationales au Portugal. Dans l'époque, c'était l'époque où les marques japonaises étaient en train de… Alors, attendez, juste qu'on essaie de mettre une date. Votre père, il a pris la succession suite au décès de votre grand-père en quelle année?
dans les années, dans les années 80, oui. Dans les années 80, d'accord. Exactement. Ok. Et il a pris, et c'est là qu'il a commencé à travailler foqué dans l'importation. Alors, c'était là aussi l'époque où l'horlogerie japonaise était en ascension et qui était en train de gagner à l'horlogerie suisse avec le Quartz Crisis. Et alors, c'était le bon moment pour travailler avec le Japon. Il est parti au Japon et il a pris sa première marque, qui était une marque qui est encore aujourd'hui dans le marché, que c'est la marque Citizen. Et alors, il est devenu l'importateur de cette marque au Portugal. Et c'est comme ça qu'il a changé le business de l'exportation pour l'importation. Il a toujours travaillé avec mon grand-père. Alors, il était dans le métier dès très jeune. Et il a suivi la tendance. Il a eu la vision de l'opportunité des marques de venir au Portugal. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec les marques de montres internationales. D'accord. Et donc, là, vous abandonnez la fabrication et les coucous, vous arrêtez complètement ou ça continue? Oui. Je ne sais pas le détail exactement comment ça a été fait, mais à la fin, le business était totalement dédié à l'importation. Je dois demander à mon père s'il a encore fait les coucous pour quelques années ou pas. C'est une bonne question, mais la tendance a été de se foquer dans l'importation parce que c'était un business d'une dimension très intéressante et la demande et la soif des marques dans le marché était grande. Donc, on arrive à ces marques, à ces montres japonaises des années 80 qui fonctionnaient toutes avec pile et quartz. Exactement. On appuie sur un bouton, on a l'heure, on réappuie sur le bouton, on a la date. C'était un petit peu une révolution des petits écrans noirs. Exactement. C'était un moment très important dans l'histoire de l'horlogerie mondiale, que c'était la Quartz Crisis. Comme exactement. Et donc là, vous devenez importateur exclusif au Portugal de Citizen. Oui, exactement. Vous prenez d'autres marques japonaises ou vous restez vraiment avec Citizen? Non, le grand focus, c'était celle-là. Et après, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'évolution du marché, on a eu une personne, c'est une des personnes que j'admire le plus et que toute ma famille admire le plus, que c'est monsieur Nicolas Hayek, qui est le fondateur de la marque de montres Swatch et de tout le Swatch Group, qui est venu se battre avec les Japonais avec un concept complètement différent, que c'est des montres qui sont lancées à la même vélocité que la mode, avec des collections pour chaque station et une rotation, une folie, une provocation énorme avec des montres avec du plastique qui est venu provoquer et compétir, faire la compétence avec les Japonais. Et là, mon père, il a vendu la compagnie où il avait la représentation de Citizen et il a commencé la représentation de Swatch au Portugal. Alors, faisons un petit retour. Swatch, c'est les premiers qui sont arrivés sur le marché avec des montres en plastique. Avant, c'était que des montres en acier ou en cuir? Au moins avec un impact relevant, oui. Je ne sais pas s'il y avait des petites marques qui avaient déjà ça, mais avec un impact relevant et avec une dimension, oui. Alors, c'était une marque et elle est toujours une marque très provocatrice. Et alors, ils sont venus avec des concepts fun, avec des designs irrévérents, beaucoup de couleurs, beaucoup de préférences, toutes les stations, des nouveautés. Alors, c'était vraiment une marque, et c'est toujours vraiment une marque amusante et qui est venue avec une approche complètement différente et qui était la folie. Et c'est avec Swatch que vous avez… Donc, Swatch, c'est toujours la même chose, vous êtes distributeur? Exactement. Vous importez, et c'est avec eux que vous créez les premières boutiques? Alors, on l'a rentré dans le retail beaucoup plus tard. Alors, on a commencé l'importation des marques suisses avec Swatch. Alors, c'était comme on a commencé à travailler avec la Suisse. Et après, le portfolio de marques qu'on importe a augmenté. Après, on était les importateurs pour Longines, qui appartient aussi au groupe Swatch, pour Omega. Et alors, il y avait une évolution de marques qu'on faisait l'importation. Mais seulement, ça fait 25 années
maintenant novembre, 25 années, qu'on a ouvert la première boutique. Alors, avant, on a été pendant plusieurs années distributeur et on vendait seulement aux autres boutiques, aux autres joailliers, aux autres boutiques multimarques. Et c'est ça qui nous a fait aussi un peu ouvrir les boutiques. C'est qu'on n'avait pas on n'avait pas toute la visibilité ou le contrôle qu'on aimait pour faire bien notre mission. Les marques, elles exigeaient des espaces et une visibilité, une qualité de travail, de collection, de représentativité que mes parents, en ce moment, ont conclu que la seule forme de faire bien notre travail de distributeur, c'était d'être en simultané distributeur et avoir quelques boutiques pour faire grandir la visibilité, le market share des marques comme elles avaient dans leur stratégie. Ce qui vous permet à vous aussi peut-être de connaître les besoins de la clientèle finale et d'appréhender la tendance du marché, les modes, les remontées. Exactement. Et ça, c'est déjà quelque chose que mon père a fait ensemble avec ma mère. Donc, fin des années 90, hein. La première boutique, c'est fin des années 90. La première, ça fait 25 années cette année, oui. En 97. Exactement. Et elle a été ouverte où, cette première boutique? À Colombo. D'accord. Et de quand date le centre commercial Colombo? C'était à ce moment. C'était la première année du Colombo, peut-être la deuxième, mais c'était dans les premières 2 années du shopping. Oui. D'accord. Et cette boutique, elle existe toujours? Alors, en ce moment, on a 4 boutiques à Colombo. 4 boutiques, d'accord. Exactement. Alors, la boutique, comme elle était avant, elle n'existe plus. On a cependant changé de localisation. On a amplifié la boutique Plus. On a ouvert une Access. On a un magasin Swatch, un magasin Tissot, un magasin Calvin Klein. Alors, cette exacte boutique historique qui était la première de boutique de Horloges Plus n'est plus là, mais le Colombo, c'est toujours un de nos centres commerciaux plus importants et on a un nombre plus haut de magasins. Oui. D'accord. Donc, vous ouvrez des boutiques et vous avez vos boutiques par rapport aux gammes de montres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule boutique Horlogios, il y a plusieurs boutiques. Vous avez vos montres. Exactement. Alors, on a le concept boutique dos relógios, que ça veut dire boutique de montres en portugais, et on a le concept boutique dos relógios Plus, qui est, ils ont des logos, un est bleu et un est doré, et l'idée, c'est vraiment de travailler des différentes phases de la vie du consommateur de montres, qui commence dès sa première flic-flac, qui commence à une boutique de relógios, avoir l'évolution des montres de mode et après grandir jusqu'à son premier travail où il achète sa première Omega et terminer avec la tourbillon de Breguet. Alors, on construit tout le circuit et les ambiances différentes pour qu'on puisse accompagner le collectionneur qui habite au Portugal ou qui visite le Portugal dès qu'il est tout petit jusqu'à qu'il atteigne son meilleur succès de la vie. Et pour ça, on doit avoir 2 magasins qui, en termes de stratégie, sont intégrés et chacun a son moment et son public pour travailler. Et quand on fait des actions ou on fait nos projets ou on travaille, on pense toujours dans tout le circuit de notre client et où est-ce qu'il est, qu'est-ce qui fait de sens et avec quel magasin on doit travailler. Mais on a les 2 concepts. Bien sûr, on a plus de boutiques Access, on a en ce moment environ 33, et après on a 7 boutiques Plus, et après on a la boutique online, mais c'est toute une stratégie intégrée et il y a un moment pour tout, bien sûr. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez parlé de touristes qui venaient à Lisbonne. La clientèle étrangère, elle est importante pour vous? Elle est très importante, principalement dans nos magasins de rue, alors que c'était notre dernière évolution. Alors, on a des magasins, ça fait 25 années, mais la première magasin de rue qu'on a ouvert, ça fait 10 années, à Avenida Liberdade. Alors, c'était une évolution aussi du luxe au Portugal. Beaucoup de magasins de luxe ont décidé d'être seulement dans la rue. Et aussi, pour le tourisme, il y a une préférence de faire ses achats dans la rue, et principalement dans une rue comme Avenida Liberdade. Et c'est pour ça qu'on a décidé de partir dans cette aventure. Pour nous, c'était très différent de travailler le shopping, qui était notre origine. Et on a ouvert le premier magasin dans la rue
Avenida Liberdade 129, près de l'hôtel Sofitel, qui est toujours là et un de nos magasins plus importants. Et là, on a commencé à vendre à des touristes ou à des étrangers qui habitent au Portugal et qui préfèrent acheter dans la rue par l'expérience du High Street ou par toutes les marques qu'ils peuvent rencontrer là-bas qui ne sont pas dans les centres commerciaux. Et alors, c'est une nouvelle vague qu'on travaille et qui va très bien. Et suivant cette tendance, on a ouvert, ça fait 3 années, le magasin à Porto, à Avenida Aliados, un peu dans le même sens de créer cette demande de High Street au nord du Portugal aussi. D'accord. Et vous êtes présent dans le sud du Portugal, en Algarve, où il y a tout ce Alors, tourisme d'été, ou avec un magasin éphémère? On a 2 magasins Access, boutique dos relógios, dans des centres commerciaux. Et après, on a un magasin seasonal qui est Plus. La saison éphémère, ouais. Qui est à Quinta do Lago, à Quinta Shopping. C'est un petit magasin, mais qui a une visibilité très bonne parce qu'il est au milieu du Quinta Shopping, donc c'est un magasin de corner et qui est plus actif, bien sûr, dans le printemps et dans l'été à cause du trafic sélectionné à l'Algarve, qui est plutôt dans cette époque et qui on travaille aussi activement. Et le magasin, il est ouvert toute l'année, mais il est plus activé dans le printemps et dans l'été. D'accord. Et alors, quand on s'est rencontrés, vous avez dit qu'il y a maintenant une nouveauté, vous lancez une ligne de bijoux. Donc, vous vous lancez dans la joaillerie et vous étoffez un petit peu votre gamme. Et ce que je vous propose, c'est de finir avec ça, donc un peu de nous expliquer cette nouvelle aventure dans le bijou. Alors, l'aventure dans le bijou a commencé quand on a ouvert les magasins à Liberdade, c'est où ça a commencé avec plus de force. Comme on avait des magasins plus grands et on faisait des concepts différents, alors tous nos magasins, dès qu'on a ouvert à Liberdade, après on a converti dans tous les magasins, mais ils ont tous un bar et un horloger. Alors, et après, ils ont tous une partie que j'appelle Toys for Boys and Toys for Girls, que c'est des accessoires de luxe ou des parfums Creed ou des choses exclusives qu'on peut seulement trouver chez nous et qui complémentent l'horlogerie. Et c'est là où on a décidé de dédier un de nos magasins à Liberdade, qui est le 2e magasin qu'on a ouvert à Liberdade, qui est Art, numéro 194. On a commencé à travailler les marques de joaillerie avec plus de force. Alors, c'est un magasin où on travaille Piaget, où on travaille Buccellati, où on travaille Graf. Alors, notre force a été de travailler les grandes marques d'autres joaillerie comme on travaille les grandes marques d'auto-horlogerie. Et le mix de vente de joaillerie augmente plus en plus dans ces magasins parce que c'est une tendance de marché, parce que dans ces magasins, on a l'espace pour donner l'expérience joaillère qui a besoin de beaucoup plus d'espace pour briller que la partie horlogère. Et avec ces concepts de rue, nous a permis de nous positionner dans l'autre joaillerie et de travailler avec les meilleures marques de joaillerie qui sont dans le marché, comme Graf, comme Buccellati, après on a des marques plus jeunes comme Giulia qui est française aussi, mais on a plus de 10 marques de joaillerie dans ces magasins. Et est-ce que vous pouvez imaginer à un moment ou à un autre vous-même fabriquer des bijoux, ou est-ce que vous voulez rester dans votre ADN de distributeur de marques des autres, ou revenir à l'origine quand votre grand-père faisait des coucous et vous-même faire votre propre marque? Notre spécialisation et notre réputation, c'est d'amener les meilleures marques du monde au Portugal et à nos magasins. Et on a aussi déjà une ligne de joaillerie qui est très foquée dans un segment de mariage, parce que c'est quelque chose où le client, au moins le portugais, il est plus classique et beaucoup de fois, il préfère de ne pas avoir une marque et il veut les wedding bands qui sont simples ou les petits colliers ou les tennis bracelets, les choses éternelles. Sont des choses qu'on produit nous-mêmes et qu'on est en train de développer notre marque, mais que c'est déjà possible de trouver nos produits dans nos magasins, mais qui sont très foqués dans cette gamme mariage que tout le monde à un certain moment
veut acheter ou son engagement ring ou son wedding band ou d'autres bijoux pour le mariage et qui ne veut pas forcément une marque, mais veut aller chez quelqu'un où ils ont la confiance. Et alors, c'est une opportunité qu'on a trouvée plus récemment, ça fait peu d'années, c'est que les personnes, quand elles veulent acheter quelque chose pour le mariage, elles veulent aller chez une compagnie où elles savent que la qualité elle est bonne, que le design il est bien et que s'ils ont un problème, ils peuvent revenir. Alors, notre force d'amener les meilleures marques au monde nous permet aussi de développer et d'avoir des produits qui sont très difficiles de différencier dans le marché parce qu'il y a une compétition très grande dans le marché de mariage et qu'on peut nous différencier avec la crédibilité qu'on a et qui laisse les personnes totalement à l'aise pour l'importance que ce moment a. Et normalement, c'est des choses que les personnes portent toujours avec elles, c'est les joailleries du mariage. Et alors, c'est un peu dans cette direction qu'on va avec notre joaillerie propre. C'est assurer avec notre crédibilité que nos clients ou les personnes au Portugal ont un endroit où ils peuvent venir et trouver les meilleures pierres, le meilleur or, même si ce n'est pas une marque fameuse, mais que c'est chez Boutique dos Relógios Plus et avec la crédibilité et le service. D'accord. Et donc là, c'est vous qui proposez, vous proposez les montures, vous proposez les pierres et ensuite vous fabriquez la boîte, vous fabriquez la bague pour oui, alors on a des collections qu'on a déjà produites, que sont la Core Collection, mais après, s'il y a quelqu'un qui veut des choses à mesure, on les fait aussi. Alors, mais on a aussi les choses les plus demandées, les plus iconiques, les plus classiques. On les a en magasin, les solitaires, les wedding bands, les boucles d'oreilles, les choses plus éternelles, on les a chez nous avec un diamond sourcing qui est fait par nous et tous les matériaux sont contrôlés par nous. Et après, s'il y a quelqu'un qui veut quelque chose de spécial, on le dessine et on le propose et on fait. Donc, vous avez des créateurs aussi? On travaille avec des créateurs, exactement. OK. On a même une école de joaillerie dans notre magasin de Porto. On a fait une collaboration avec l'école de joaillerie Engenhart, qui est une école à Porto pour des joailliers. Et alors, on a offert une zone de notre magasin là-bas pour que les étudiants sont là-bas de forme permanente. Alors, tous les 6 mois, l'étudiant, il change, mais on a toujours un interne de l'école de joaillerie qui fait tous ces travaux à partir de notre magasin. Et on a un espace d'exhibition qui est exclusif pour des étudiants de cette école ou des anciens étudiants. Alors, écoutez, David, c'est passionnant, mais je suis obligé de vous couper là. On a beaucoup dépassé déjà l'horaire, mais c'est passionnant. Et voilà, c'est vraiment une belle histoire, une belle saga. On essaiera de recréer de l'événement avec vous pour faire connaître à notre communauté française ces montres, ces bijoux, voilà, des présentations que vous avez fait à la soirée. Il y a eu beaucoup de succès, on a eu beaucoup de remontées, des gens qui étaient très contents de voir ça, d'avoir le temps de les admirer parce que c'était un temps un peu privilégié où il n'y avait pas de pression et aucun contingentement. Donc, merci beaucoup. Merci. À très vite pour d'autres expériences, à très vite pour d'autres passages. Et puis, on vous souhaite une très, très bonne continuation. Merci beaucoup, Bernard, pour tout. À la prochaine. Et excuse pour mes petites erreurs de français. Au revoir. J'aimerais tellement parler le portugais comme vous parlez le français. À très vite. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. La French Radio. Portugal.